Hassan, bonjour, comment est-ce que tu vas? Bonjour Abraham, je vais bien, merci. J'adore. Tu m'as déjà posé la question tout à l'heure en me disant bonjour. Oui, c'est vrai, mais on fait comme si. Alors, je commence avec une citation en anglais. Ouais. Je pense que tu reconnaîtras. I fight against thee, the foulest best fits, my latter part of life. Dadam, 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 dadam. Shakespeare. Mais non, Et tu as c'est reconnu. quoi de Shakespeare? C'est Enobarbus. Ok, c'est Eno Barbus. C'est Enobarbus. Merde, il dit quoi à ce moment-là? C'est le moment où il meurt, il dit qu'il va chercher un trou pour mourir. Ah, je connais l'acteur qui a joué ça récemment à l'Odéon. Ah, c'est vrai? Ouais, Moi, je l'ai vu à l'Odéon, mais c'était qui cet acteur ça? je crois que c'était mon ami africain. Ah, c'était un ami africain à toi? Ouais, Hassan Timbo, il me semble. T'as vu Antoine et Cléopâtre? Oui. Il était pas venu me saluer. Non. Pourquoi? Je sais pas, il y avait tout le monde. Déjà, j'avais pas envie de rester avec les personnes qui étaient venues te saluer, ça c'était la première raison. C'est dommage, ça m'aurait fait plaisir. C'est vrai? Oui, quand on sort de scène, c'est intéressant de partager avec les spectateurs, surtout des spectateurs avec lesquels on a travaillé. C'est intéressant de savoir ce qu'ils en ont vu, ce qu'ils en ont pensé. C'est pas comme un spectateur lambda, si tu veux. Donc c'est dommage. Bon, je pensais qu'en fait j'allais avoir l'occasion d'en parler avec toi autrement, autre part. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, je vais les laisser avoir un temps avec toi, vu que moi je pourrais t'en parler. C'était des gens de ta classe? Ouais, c'était les gens de la classe qui étaient venus. On était 6 7 je crois, ce soir-là. En tout cas, c'était magnifique la façon dont vous avez joué ça sur le sable, je me rappelle. Tu t'étais en fait tué avec. Avec la puissance de la Lune. Et pendant que je parle avec la Lune, euh, je m'enterre moi-même Ouais. avec le sable. Jusqu'à ce qu'on ait l'impression qu'il s'endort et en fait il est mort. Cette scénographie, elle était magnifique, hein. La scéno était très belle, ouais. Perds confiance, car chaque jour n'est qu'une trêve entre deux nuits. Et chaque nuit est une Là. trêve entre deux jours. Oui. Alors qu'est-ce que c'est ça? Bah, c'est Notre besoin de consolation est impossible à rassasier de Daggerman. Un autre de mes amis africains, Hassan Timbo, l'a joué. Ouais. Ouais. Et alors? Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai joué ça ou pourquoi Parce que je trouve que c'est un texte très intéressant à l'endroit de la création et de l'artiste. Et puis, plus largement, à l'endroit de ce que c'est que d'être au monde. Tu vois, il y a un moment magnifique où il dit que ce qui est parfait agit en état de repos et qu'un homme, un créateur ou tout homme doit être comme une pierre sur le sable, doit reposer en lui-même en fait. Et je le crois. Je crois que quand on est au plateau de théâtre, l'idée c'est d'être là, à l'endroit où on se tient. On ne peut pas s'augmenter, on ne peut pas se désorganiser pour apparaître neuf. Donc la seule possibilité que nous avons, c'est d'apparaître tout entier. Et effectivement, chaque nuit n'est qu'une trêve entre deux jours et chaque jour n'est qu'une trêve entre deux nuits. Mais le désespoir est une poupée russe, je crois, juste après. Et dans la première poupée se trouve un couteau, un poison, un seau dans un grand trou. Je crois que j'en oublie un ou deux. Oui, c'est à peu près ça. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est ma phrase préférée en fait. Je l'ai beaucoup lu, relu. Je l'ai passé à Nadir, je l'ai passé à Paul, parce que je le trouve absolument magnifique. Il a été, en fait, il écrivait ça dans une espèce de revue, Oui. bout par bout, et puis ensuite ça a été mis ensemble. Exactement. Alors ce qu'on aime raconter, c'est que ce texte en fait a été retrouvé dans les trucs de Daggerman. On aime bien raconter ça, mais en fait pas du tout. C'est un magazine à la con qui lui a commandé un texte et il a feuilletonné ce texte. Et puis à la fin de sa vie, je crois qu'il a tout remis ensemble. Et puis il s'est suicidé. Il a plus écrit une ligne en fait après Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Et il faut s'imaginer Daggerman comme le plus grand auteur de sa génération, mais de son vivant. C'est-à-dire que c'était une grande vedette. D'ailleurs, il a écrit un texte que je te conseille qui s'appelle L'automne allemand, où il est envoyé par la couronne suédoise en Europe pour faire l'inventaire des dégâts et de la conscience des peuples après ce moment tourmenté. Et il dit qu'il ne supporte pas les Français qui n'ont rien gagné, mais qui jouent les vainqueurs. Et qu'il aime la résilience du peuple allemand. Il est très beau ce texte. Alors, c'est intéressant quand on le lit. Pour moi, c'est une lettre de suicide. Pour moi, quand on le lit en entier. Oui. Oui, oui, quand on le lit en entier, c'est effectivement une lettre de suicide. Et j'en viens à penser que le suicide est la seule preuve de la liberté humaine. C'est ce qu'il dit. Il l'écrit, C'est ça. littéralement. Magnifique.
enfin magnifique et terrible. Et effectivement, il n'écrit plus une ligne après ça. Je crois 8 ou 10 mois après, on le retrouve dans sa voiture, dans son garage. Il s'est empoisonné avec les échappements de sa voiture. Et il était marié avec la plus grande actrice suédoise, qui était canon. Enfin. Être acteur, c'est s'occuper beaucoup des autres et pas beaucoup de soi. Je le vérifie tous les jours. Et c'est de qui cette citation? C'est Bouquet, je crois. C'est possible. Je crois que c'est Bouquet. Je l'ai. Évidemment, je la connais, mais je ne sais pas de qui elle vient, et je crois que c'est vrai. Si t'es acteur si t'es acteur et que tu as le temps de t'occuper de toi, c'est que t'es pas acteur, c'est que tu es narcisse. Je nous avais envoyé ça l'année dernière sur le groupe Facebook. Je l'avais gardé. Alors, du coup, quand j'ai regardé mes notes, j'ai un petit dossier Hassan. Il y avait ça dedans. Je me suis dit, il fallait que je la ressorte. Ouais. Si l'on me demande pourquoi je me suis jeté dans l'absinthe. Et pourquoi, dans l'impatience de l'éclat, je me suis jeté à tes genoux, que dire? Qu'il se passe quelque chose. Ouais. J'adore ce texte, L'exaltation du labyrinthe d'Olivier Py. Ce que j'aime dans cette partie-là, c'est qu'effectivement, les élites font tout pour désenchanter le peuple. Le pouvoir, en règle générale, la verticalité, en règle générale, en fait, rend les gens désespérants d'eux-mêmes. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons plus penser en dehors des cadres déjà visités par la plupart. Or, à chaque être humain qui est au monde, une vérité du monde est inédite de par cette présence-là. Et c'est pour ça aussi que je crois que l'autre est très important, parce qu'il nous renseigne sur quelque chose que nous ne savons pas du monde. Et l'autre, c'est une clé pour comprendre le monde à un endroit où on ne se tient pas. Et je trouve malheureusement que dans cette société, on cultive la séparation, le communautarisme, l'archipélisation, mais rarement ce que c'est que d'être ensemble. Alors c'est peut-être naïf, c'est peut-être un cliché, mais je crois que c'est dans le fait qu'on soit tous ensemble et que nous soyons les mêmes et à la fois différents qu'on va réussir à créer du sens. C'est ce qu'on fait au théâtre. J'en suis convaincu. Et si on vise un théâtre qui ne s'occupe pas de ça, c'est qu'on ne fait pas du théâtre, c'est qu'on fait on fait un miroir constant à soi-même. Seule compte la démarche, car c'est elle qui dure et non le but qui n'est qu'une illusion du voyageur quand il marche de crête en crête, comme si le but atteint avait un sens. Alors, je connais ça aussi, mais je ne sais pas de qui c'est. C'est Saint-Exupéry. C'est lui. Mais tu vois, ça c'est dans le Petit Prince. Ouais. Oui, je crois que c'est dans Le Petit Prince. Et tu vois, toutes ces choses qui nous apparaissent aujourd'hui comme des clichés, en fait, ce sont des enseignements. Le cliché n'est pas là pour rien. Et le cliché, plutôt que de le moquer, il faut le questionner, l'interroger toujours. Parce qu'évidemment, à un moment donné, il tombe dans la désuétude de son temps, de l'époque où il a été écrit. Mais le cliché a quelque chose à nous dire. Tout comme le théâtre produit des situations qui ont des choses à nous dire de toute éternité. Et se refuser à ça pour jouir et briller de son incroyable inédit, c'est se tromper en fait. C'est parce que justement on ramasse le cliché qu'il y a une chance d'apparaître tel qu'en soi-même. Mais on ne peut jamais partir de rien, on ne peut jamais faire table rase de ce qui a déjà été posé. Il faut se hisser sur les épaules de géants qui auraient vécu avant nous. Enfin, il faut. C'est en tout cas ce que moi j'essaie de faire dans ma vie, et c'est ce que je propose à mes étudiants, de se hisser sur les épaules de qui a vu avant. Parce que je crois que posté là-haut, on a une vision du monde plus large et qu'on bénéficie de notre hérédité, de la généalogie, de l'histoire et de toutes les découvertes humaines, qu'elles soient techniques ou émotionnelles ou affectives. C'est aussi la citation que Louise a choisi de mettre au début de son livre. La première page de son livre, en fait, c'est la citation qu'elle avait choisi de mettre là, sur une page blanche. Dans sa lettre aux adolescents? Ou dans son non. Roman, c'est dans le roman? Dans le roman, ouais, tout à fait. La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits. Est-ce que c'est pas Une saison en enfer? Non. Ou peut-être Musset? Non. Non? Pas loin. Enfin, dans le sens pas loin, c'est Baudelaire. C'est Baudelaire. Ouais. Ah oui, c'est dans l'avertissement au lecteur. Exactement. C'est l'ennui. Tu le connais, toi, au lecteur, cet ennemi, nanana, c'est Satan. Nous alimentons nos aimables remords, comme les mendiants nourrissent leur vermine. Ouais, c'est ça, c'est l'avertissement au lecteur des fleurs du mal, absolument. Et qu'est-ce que tu veux que je t'en dise? Ce que tu veux. Que je trouve que c'est formidable, que je trouve que si on s'ennuie pas, on est creux,
que je trouve que si à un moment donné on ne se rend pas compte qu'on n'est pas pétri de notre désir, mais pétri de tout ce qui nous échappe, on ne peut pas, je crois, se placer au monde en croyant en être l'auteur. Il faut se placer au monde en étant un simple figurant. Et là, on va réussir à devenir l'acteur de nos propres vies. Mais si on se place en surplomb de la vie, si on se dit qu'on est dans la perfection, si on se dit que Satan ne vient pas nous lécher les orteils et qu'à aucun moment on est pris par le débordement de notre propre hubris, eh ben, on finit par se sentir nous-mêmes parfaits et on ne fait que mettre le monde en doute sans cesse. Alors qu'en réalité, le monde n'est pas à mettre en doute. Et si jamais il l'était, ce serait l'être morte, puisqu'on ne peut pas bouger l'autre. La seule chose qu'on puisse bouger, c'est soi-même. Même dans le couple, on ne peut pas transformer l'autre. On peut se transformer soi, en revanche. Donc agissons sur ce sur quoi nous pouvons agir. Et oui, l'avertissement au lecteur des Fleurs du Mal, c'est un avertissement à la vie. Ça me fait penser à Faust, ce que tu dis. D'une certaine manière, sauf qu'il ne s'agit pas de faire un pacte avec une puissance démiurgique où on ne deal pas avec la nature, en fait. On deal avec du pauvre, on deal avec du disparu ou du futur disparu. J'écris par les oreilles pour les acteurs pneumatiques. Les points dans les vieux manuscrits arabes sont marqués par des soleils respiratoires. Respirer, poumonner. Poumonner, ça veut pas dire déplacer de l'air. Gueuler, se gonfler. On dirait que c'est Valère Novarina dans la fameuse lettre à Louis de Funès. Qu'est-ce que tu veux que je t'en dise ? En fait, chaque citation peut être un souvenir, peut être une réflexion. Pour toi, ça peut être ce que tu veux en soi. C'est vraiment tout ce que tu as envie de dire par rapport. Pour moi, ce texte, c'est le début de l'acteur. C'est-à-dire que si l'acteur ne poumonne pas, c'est mort. Si l'auteur n'écrit pas des soleils respiratoires, c'est mort. L'auteur se doit d'écrire pour l'oralité et l'acteur doit mettre tout son art, toute son industrie au service de la respiration, qui devient de la parole, qui devient des larmes, qui devient du bruit, qui devient du mouvement. Mais c'est l'air que nous prenons qui atteste du fait qu'éventuellement la représentation de théâtre peut passer pour vraie. Quand on meurt ou qu'on dort au plateau, on peut se reposer. Ça, c'est moi qui ai dû dire ça. Parce que c'est ce que j'ai découvert à l'école Florent quand j'étais étudiant. Je me suis rendu compte que quand on jouait, on pouvait reposer en soi-même comme une pierre sur le sable. Et là, je cite Dagerman. Tu vois ? Parce que si jamais l'acteur est tout le temps en tension, on ne voit rien des courants qui l'agitent, on voit uniquement, enfin des courants qui agitent son personnage, on voit uniquement la tension de l'acteur pour parvenir à produire ceci, cela et encore ceci. Quand je sors en rampant, dans le ciel sont inscrits des mots étranges, des mots indéchiffrables, des mots que les étoiles ont dessinés, et la lune bouge de droite à gauche comme un laser et elle plonge dans la baie et disparaît dans la mer, et je sais que je suis entré dans un autre monde, une autre dimension, et que plus jamais je ne serai comme avant. Jusqu'au laser, j'ai cru que c'était Fantasio. Ça aurait pu être Fantasio. Tu vois ? Mais la langue, je sais pas, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, que... Non, tu es dans Tropique de la violence. Redis-moi ça. Quand je sors en rampant dans le ciel sont inscrits des mots étranges, des mots indéchiffrables, des mots que les étoiles ont dessinés. La lune bouge de droite à gauche comme un laser et elle plonge dans la baie et disparaît dans la mer. Oui. Je sais que je suis entré dans un autre monde. Je crois que c'est Tropique de la violence. C'est Moïse qui dit ça. Et pourquoi tu me parles de ça ? Je sais pas du tout, je l'ai noté parce que je crois que ça m'avait touché. Parce que je l'ai noté dans mon carnet quand je suis venu voir la pièce. Parce que... C'est Natacha Apana, donc bah ouais, c'est un texte extraordinaire, Tropique de la violence. Et en plus du texte, puisque tu te réfères à la mise en scène dans laquelle tu m'as vu, je trouve que l'objet que notre metteur en scène nous a proposé est formidable, en ce qu'il relie le théâtre au cinéma et le roman à l'écriture théâtrale. Et je trouve que dans ces sortes de crossover, si tu me pardonnes l'anglicisme, il y a quelque chose de fondamental qui permet en fait de découvrir des dramaturgies nouvelles et des images nouvelles, un peu le cliché de ce que recherche Trepleff dans La Mouette, qui passe son temps à dire des formes nouvelles, et qui finit par conclure, j'en arrive de plus en plus au fait que le problème n'est pas que les formes soient nouvelles ou anciennes, mais qu'on écrive simplement parce que ça s'épanche librement du fond de l'âme. Ben là, ça s'épanche librement du fond de l'âme, et aujourd'hui, alors que tout a été écrit, il reste au dramaturge de théâtre, à l'auteur de théâtre ou au metteur en scène, à s'emparer d'autres écritures et à les transformer en oralité pour en faire du théâtre. E.T., téléphone maison. Mon film préféré.
C'est bouleversant, ce film, pour moi. Alors, est-ce que c'est parce que je suis né en 73 et que quand il est sorti en 82, j'avais l'âge des gamins du film, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est tout simplement parce que c'est un film somptueux qui parle de la famille, qui parle d'amour, qui parle de la foi qu'on a dans les autres, qui parle d'entraide, qui parle de cet autre nous-mêmes qui est venu d'ailleurs, qui nous dit à quel point on est seul au monde, qui nous dit à quel point on est seul dans l'univers. C'est un film que je regarde à chaque fois avec la même émotion que celle qui me l'a fait découvrir il y a 41 ans. J'oublierai jamais ce film. Et j'oublierai jamais le regard et le visage d'E.T. Ne me quittera jamais. C'est un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie. Bouleversant. Est-ce que tu allé voir The Fabelmans, qui est le nouveau Spielberg? Pas encore, mais j'ai très envie d'aller le voir. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Je l'ai vu 3 fois en tout pour vraiment bien analyser parce que je trouvais tellement de justesse partout, quoi. Et c'était fou de voir en fait dans ce film que absolument tout est millimétré, tout est juste et pourtant tout est libre. En fait, il y a de la liberté dans cette précision monstrueuse. Ça m'a fait penser à Louis Garrel qui disait plus les acteurs sont dirigés fermement, plus ils sont libres. Absolument, je suis complètement d'accord avec ça. Je crois que la liberté ne s'acquiert à l'aune de la responsabilité dans la vie. Et au plateau de théâtre, la liberté ne s'acquiert que dans un cadre. Enfin, au plateau de théâtre, comme dans n'importe quel art, qu'il soit figuratif ou pas. C'est parce qu'il y a un cadre qu'à l'intérieur, on peut s'ébattre avec une grande liberté. Être libre de tout, ça n'est pas être libre, c'est être perdu. On est libre à chaque fois dans l'espace d'une liberté qui se définit en même temps qu'on l'investit. Donc la liberté que demande l'acteur de théâtre de première année à l'école de théâtre, ça n'est pas une liberté. C'est bien souvent l'incarcération dans son propre ego. La liberté de Michel Bouquet, son immobilité, c'est ça, la liberté de l'acteur. Et pour revenir à Steven Spielberg, quand j'ai vu le truc sur l'intelligence artificielle, Ready Player One, je me suis dit comment un type de 70 ans arrive à faire un film de science-fiction. On dirait le premier film d'un type de 30 ans avec une maîtrise absolue du scénario et des images. C'est extraordinaire. Et à chaque fois qu'on voit des artistes en jubilation, on jubile nous-mêmes, quoi. Et je crois que Spielberg s'amuse comme un dingue. C'est certainement ça, parce que moi vraiment ça m'a touché. En plus voilà, les critiques sont toujours mitigées en soi, mais au moment où moi j'ai noté ce film 5 étoiles, je me suis dit mais en fait je le note 5 étoiles surtout parce que ça me touche aussi, parce que ça me touche à moi. Il y a des œuvres qui sont indépassables en fait et incritiquables. On en pense qu'on en veut, on aime l'esthétique ou pas, mais qu'est-ce que tu veux dire contre un film comme E.T. Et pourtant il y en a eu des critiques. Après Nietzsche disait plus il y a de critiques, plus c'est réussi en fait, globalement. Oui, parce que la critique n'est évidemment pas que négative et le fait que les gens produisent du sens sur une œuvre d'art, c'est bien qu'elle a touché quelque part, c'est qu'elle pose question ou qu'elle pose réflexion en tout cas. Et donc oui, quand il y a critique, il se passe quelque chose, mais il y a quelque chose un peu dans l'air du temps là qui consiste à n'aller que chercher la critique. Moi je crois qu'il y a aussi un art de l'assemblement au théâtre, au cinéma, dans la littérature, dans la peinture, dans la photographie. Il y a aussi la volonté de vouloir réunir le plus grand nombre autour d'un objet. Et je crois que ça doit rester l'ambition du créateur. Que la critique vienne marquer comme la mouche sur la nature morte que tout ça est en vie, oui. Mais travailler à déplaire est un luxe d'adolescent. La subversion, d'accord, mais à quoi bon si ça n'est que ça? N'essaye pas, fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. J'hésite entre Saint Timbo et Maître Yoda. Je crois que c'est un peu des deux, mais il y en a un qui l'a dit avant l'autre. Do or do not, there is no try. Je crois que Yoda s'arrête là. À Saint Timbo fait la fin de ce que tu as dit. Et ouais, l'acteur ne tremble pas. Bouche froide, cœur chaud, il fait. Et puis son deep inside, on verra après. Il s'agit d'ailleurs de celui des spectateurs. Et dans nos vies, c'est pareil. Si on n'empoigne pas les trucs, si on fait que les désirer et les regarder, on reste en contumace de sa propre existence. Moi, je vois bien que j'ai résolu cette question par le théâtre, en empoignant le théâtre, mais il y a plein d'autres endroits où je me cache. Est-ce que tu as réparé cette tringle à rideau de chez toi? Non. Toujours pas.
Ça fait 7 mois. Hein. Je suis campeur dans ma propre existence. Je vous ai parlé de ça en cours? Pas du tout. Tu m'as parlé de ça dans l'interview qu'on a faite cet été. D'accord. Ce que je t'ai dit, c'est quoi la dernière chose que tu as réparée? Et tu m'as dit une phrase magnifique que je te renverrai, parce que je ne l'ai pas exactement et je préfère te la dire exactement. Mais justement en disant que tu laisses des choses cassées sur le chemin et que t'aimerais bien les réparer en fait. Oui, parce que je pense que c'est ça, d'être au monde. C'est laisser une empreinte. Alors quand tu traverses un plant de tomates, bah, tu laisses la trace de tes pieds. Quand tu marches sur le sable, tu laisses tes empreintes. Et quand tu te débats dans la vie, tu casses des trucs. Et je pense que la réponse doit être dans un livre d'Elsa Triolet. Je sais qu'il y a des esprits dont la délicatesse ne peut souffrir aucune comédie, qui disent que les plus honnêtes sont les plus dangereuses, que les passions que l'on y dépeint sont d'autant plus touchantes qu'elles sont pleines de vertu. Je ne vois pas quel grand crime c'est que de s'attendrir à la vue d'une passion honnête, et c'est un haut étage de vertu que cette pleine insensibilité où ils veulent faire montrer notre âme. Qu'est-ce que c'est? C'est Molière. Quelle pièce? C'est sur le Tartuffe. Dans les notices? Vous pouvez critiquer tout mon travail, mais je vous en supplie, épargnez ma vie privée. Bon, écoute, moi j'ai une paix relative dans ma vie privée. Hein. Les gens ne s'en mêlent pas tellement, ni Paris Match, ni Gala, ni Voici. De temps en temps, quelqu'un me tague sur Facebook parce qu'on a fait la fête la veille, mais on laisse assez tranquille ma vie privée. Quant à mon travail, j'ai pour le moment la chance d'être critiqué favorablement. Et je trouve ça... je suis tellement reconnaissant de ça. J'ai tellement de chance de me commettre si souvent et d'être régulièrement salué. C'est chouette. Mais je m'expose, donc il ne faudra pas que je m'étonne si un jour on trouve que c'est pourri. Mais d'où vient que tu accueilles si bien les applaudissements? Je pense que tu es une des personnes que j'ai vues qui les accueille le mieux. Tu rayonnes en fait de ça. On voit quelque chose dans tes yeux, dans ton corps, que j'ai pas beaucoup vu au théâtre au moment des applaudissements. Ouais. Ouais, bah écoute, je crois que le spectateur nous fait un grand privilège à venir nous voir. Quand je souris aux spectateurs ou quand je leur témoigne de la chaleur, c'est toutes celles que j'ai pas pu leur témoigner pendant le jeu. Et on est enfin face à face, à égalité. Et ils me donnent certes quelque chose, mais moi je me dois à leur regard dépouiller des attributs, des oripeaux de mon personnage. Et donc c'est une rencontre. Bonjour, merci d'avoir pris votre métro, votre bus, d'avoir payé 30 € pour venir voir notre modeste entreprise. Ça me touche. Et c'est vrai que chaque soir, je suis extrêmement ému par les spectateurs. Mais comme je le suis par mes étudiants, comme je le suis par les gens qui m'offrent de la considération. Et puis il me semble que c'est la moindre des choses quand 800 personnes sont venues te voir de ne pas tirer la gueule. Je célèbre le fait que nous soyons dans un sanctuaire dans lequel toute parole peut se prendre. Je célèbre le fait que le théâtre qui nous vient de 2000, 3000 ans soit encore vivace, irrigue encore l'esprit des jeunes gens, conforte les plus anciens dans ce qu'ils ont compris du monde et crée des traits d'union entre les peuples, entre les êtres. J'ai le bonheur de faire partie de ce dispositif qui touche à la vérité et je ne peux être que reconnaissant face aux spectateurs, face à mon metteur en scène, face à mes camarades de jeu, face à la chance, à la fortune qui est la mienne de faire ce métier. Je me sens chanceux de faire ce métier. Nous voulons de la vie au théâtre et du théâtre dans la vie. C'est Jules Renard. Qu'est-ce que tu penses de ça? Que ça sent un peu la naphtaline. Ouais, parce que je pense que la vie et le théâtre, c'est la même chose. Il faut la vie pour le théâtre. Il n'y a pas de théâtre sans vie. En revanche, il peut y avoir de la vie sans théâtre. Donc je crois que la vie d'abord. Et on peut la raconter.
Bien sûr, puisque les gens partent, que les vêtements s'abîment, que les bâtiments se vendent, puisque le monde s'est fait docile en rendant la vie confortable, puisqu'il n'y a que les drames et les victoires qui rassemblent, et qu'on a décidé de vivre en faisant semblant que tout va bien, qu'entre tout cela, on agit comme si l'autre n'était qu'une excuse pour penser que l'on n'a pas assez. Le plus nous a rendu moins, comme en bétonnant la terre, nous avons oublié qu'elle était en dessous. Ben, tu vois, j'entends là la même chose que chez Olivier Py. Dans l'exaltation du labyrinthe, il est question de ça. De qui est ce texte? C'est moi qui l'ai écrit. Ben, tu vois, j'entends Olivier Py là-dedans. J'entends qu'en fait, effectivement, on nous a enlevé nos dents, enlevé nos griffes, et que maintenant on est juste des espèces de mollusques qui attendons notre prochain repas, ou notre prochain iPhone, ou notre prochain... Je l'ai lu parce que j'ai pensé à toi en l'écrivant en fait, parce que c'est quelque chose qui, en parlant de l'exaltation, probablement, et à plusieurs reprises, c'est quelque chose que tu remettais sur la table en cours, qui était effectivement qu'il fallait pas se laisser avoir. Oui, parce que quand tu te retrouves, quand à mon âge, et que tu aimes tant ton métier, et que tu aimes tant les gens, et que tu te retrouves face à une armée de jeunes gens, de vingtenaires, qui en fait ne savent même plus quel est leur désir, quel est leur rêve, qui n'assument plus d'être en vie, et qui n'existent que dans la petite opinion bas de gamme les coups, les coups dans le dos, ben ouais, je trouve ça désespérant. Ouais. Donc effectivement, face à ce consumérisme béat, face à l'idée qu'on a tout compris, je pose plutôt le fait que nous ne savons rien et que tout est en construction. Et que quand ça n'est pas en construction ou quand on n'a pas envie de cette construction, c'est qu'on a été endormi par quelque chose de plus grand que nous. Et bien souvent, c'est le consumérisme, la société de consommation, etc. J'ai relu une pièce que j'avais lue l'année dernière, dont j'ai tiré cette citation. Vous savez, quand vous marchez par une nuit noire dans la forêt, et qu'en même temps il y a une petite lumière qui brille dans le lointain, vous ne remarquerez ni votre fatigue, ni l'obscurité, ni les ronces qui vous frappent le visage. Je travaille comme personne. Le destin me frappe sans fin, ni cesse. Parfois je souffre d'une façon insupportable. Mais je n'ai pas de petite lumière dans le lointain. Je n'attends plus rien de tout pour moi. C'est la vie. J'adore. C'est quoi? C'est dans Oncle Vania. C'est le docteur dans Oncle Vania. C'est ça, c'est Astrophe. C'est Astrophe, exactement. Ouais. C'est la vie, ouais. Pour moi, c'est la vie, effectivement. Si tu ne suis pas ton étoile, ta lumière, la lumière au bout du tunnel, comment veux-tu avancer, en fait, si tu regardes tes pieds? En plus, quand tu regardes tes pieds, tu vois pas ce qui est sous tes pieds. Tu vois que tes pieds. Vivre, c'est se projeter. Vivre, c'est garder un cap. Enfin, c'est essayer, hein, parce que là, je parle de tout ça en surplomb, comme si j'avais déjà vécu. Non, j'essaye. Au milieu de ma vie, là, un peu plus, d'ailleurs, malheureusement, j'essaie de vivre comme ça. Mais c'est délicat parce qu'il y a plein de gens qui se mettent devant la lumière, il y a plein d'interférences. Parfois, ton étoile pâlit. Ça, c'est le devin qui dit ça à Antoine dans Antoine et Cléopâtre. Et parfois, oui, ton étoile pâlit, tu ne sais plus où elle est, donc tu perds un peu ton cap, mais ça revient. Et souvent, c'est l'autre qui vient te rendre ton cap. Alors après, il dit, et c'est là où j'ai pensé à toi, peut-être que pour de bon, c'est des histoires de toqués, mais quand je passe devant les bois que j'ai sauvés, ou quand j'entends bruire une jeune forêt plantée de mes mains, j'ai conscience de ce que le climat, lui aussi, est un tant soit peu à cause de moi. Quand je plante un jeune bouleau, que je le vois se couvrir de feuilles et se balancer dans le vent, mon âme s'emplit. C'est exactement ce que je vois et peux me dire parfois quand je vous croise, mes élèves de l'année dernière, en fait. Tu vois, quand je vois l'une de celles qui m'a vraiment emmerdé toute l'année dernière, quand je pensais qu'elle était plus à l'école, et quand je la croise dans les couloirs et que je la vois épanouie, etc., je sais qu'elle refait pas les mêmes erreurs que l'année dernière et qu'on a dû lutter, mais qu'elle a compris. Et bien sûr, elle ne le reconnaîtra jamais, elle ne viendra pas me présenter ses excuses, nanana. Mais tant pis, ça a marché. Avant, je pensais que tous les toqués étaient malades, pas normaux, et maintenant l'opinion que j'ai, c'est que l'état normal de l'homme est d'être toqué. Je souscris au truc, bien sûr. Je suis complètement d'accord. Je pense qu'on est fou. Ouais. Je pense que la personnalité de quelqu'un, c'est sa dysfonctionnalité. Je pense que ce qu'on aime chez quelqu'un, c'est ce qui va pas, si je puis dire, ou ce qui va, mais c'est pareil. Enfin, ça procède d'une psychologie.
pour le plaisir, pour celui qui a décidé d'en faire sa vie l'art des équilibres. En ce qui me concerne, non. J'ai choisi d'en faire ma vie et ça m'équilibre. Ça me donne tout. Des amis, de l'argent, du boulot, de l'espérance. Non, et c'est qui ça? Chandernagor. J'ai du mal à prononcer. Je suis pas de cet avis, je suis de l'avis contraire. Je pense que la vie nous donne tout. Et qu'on doit être comme des Indiens et remercier le ciel de la pluie. Évidemment que tout est fait de tout. Et que le côté obscur de quelqu'un, c'est aussi sa qualité. Anakin Skywalker, c'est parce que c'est l'élu qui pète les plombs. Sinon, il pète pas les plombs. S'il est juste médiocre, s'il est juste dans l'édredon des songes clos, comme le dit Olivier Py. Bon, voilà, vivre, c'est prendre des risques. Et la vérité, la justice, parfois c'est flou. Et on touche les bords. Un peu comme Docteur Maboul. Docteur Maboul, c'est une bonne image. Tu vois, tu fais jeu, puis vérité. Alors que certains matins le monde m'est hostile, des flâneurs oubliés pressés par une fausse idée de la prospérité s'adonnent à la poursuite effrénée du temps qui n'est presque jamais le leur, pourtant signe que tout va bien. D'autant que si ce n'était pas le cas, les terrasses seraient vides et les trains seraient à l'heure. Je sais pas quoi faire de ça. Tu peux me la relire? Alors que certains matins le monde m'est hostile, des flâneurs oubliés, pressés par une fausse idée de la prospérité, s'adonnent à la poursuite effrénée du temps qui n'est presque jamais le leur, pourtant signe que tout va bien. D'autant que si ce n'était pas le cas, les terrasses seraient vides et les trains seraient à l'heure. Je sais pas, c'est trop anecdotique pour que je puisse en tirer quelque chose. Non. Rien. C'est quoi? C'est moi. Bon bah voilà, Tu t'es fait punir. Mais non, mais tu sais pourquoi je te la lis? Parce que je n'arrête pas de la lire et je me dis, mais Qu'est-ce que ça veut dire? Ben on est bien d'accord. c'est sorti de moi, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. J'essayais de chercher une sorte de réponse chez toi, mais Ce qu'un jour nous cache, un autre nous l'apprend. oui, Tu sauras demain. c'est pour ça que j'essaye, quoi. Mais ça fait quand même un petit moment. D'où vient que mes sorties sont toutes pourries? D'où vient que mes sorties sont toutes pourries? De ton pas envie de sortir en fait. Sors de l'image, tu vas comprendre. Ouais. Sors de l'image, tu vas comprendre. Merci beaucoup, Hassan. Merci beaucoup. Abraham, merci à toi.